Vous êtes sur Paris Direct et nous continuons de parler de la Grande Guerre avec notre invité. Bonjour, Jean-Yves Le Naour, J'ai besoin de revenir à quelle heure, spécialiste donc de la guerre de 14-18. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le livre intitulé 1914, la Grande Illusion. C'est l'un des titres que j'ai choisi, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Dimanche prochain, les commémorations de l'armistice vont atteindre leur point d'orgue avec la présence en France d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes à la fin de cette itinérance mémorielle, comme l'a appelé Emmanuel Macron. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous ressentez au moment où on commémore les 100 ans de cette grande boucherie, de cette grande guerre? Vous qui connaissez le sujet, quel est votre ressenti déjà? Mon ressenti, c'est vrai qu'au départ des commémorations, on pouvait se demander si la population française suivrait, la société française suivrait, si ce n'est pas des commémorations qui viennent d'en haut, si ça résonne vraiment dans le pays. Et on s'est aperçu qu'il y a eu des milliers de projets. Des milliers de projets. Alors c'est parfois des tout petits projets dans une commune. C'est retrouver l'itinéraire de chaque soldat. C'est une conférence. C'est des expositions. C'est du théâtre. On parlait de bande dessinée à l'instant. On voit que la mémoire de 14-18 est très vive, très importante dans notre pays. Alors même que le dernier poilu est mort en 2008, on n'a jamais autant parlé de la Grande Guerre. Donc oui, c'est très important cette présence, et c'est même parfois très étonnant, cette présence de 14-18 aujourd'hui dans notre mémoire. Il y a eu cette polémique avec Emmanuel Macron, ses propos sur le maréchal Pétain. Avant de rétro-pédaler, l'Élysée a dénoncé un mauvais procès. Alors, derrière les petites phrases, que dit justement l'histoire du personnage? Qu'il s'est illustré en 14-18 et que par la suite il s'est déshonoré? Si on dit ça, c'est correct? Oui, effectivement, c'est correct. Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut diviser dans l'histoire d'un homme? Grand soldat, bon, je veux bien, mais en 14-18, bien sûr, on peut débattre là aussi. Il y a un mythe de Pétain-Verdun qui est peut-être à déconstruire, parce qu'il y a eu beaucoup de propagande derrière. Mais le problème, c'est que cet homme a été frappé d'indignité nationale, et on l'a même déchu de son titre de maréchal. On ne devrait même plus dire maréchal Pétain, officiellement. Donc, la question, faut-il honorer quelqu'un qui a été condamné pour haute trahison? Parce que n'oublions pas que si le Pétain de 40 est arrivé à la tête de l'État français, c'est parce qu'il s'est servi de son prestige de général de 1916. Donc il est normal que le discrédit qui pèse sur le chef de l'État français, le chef de Vichy, ce discrédit rejaillisse sur le général de 1916. Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait une sorte de police de l'histoire, ce sont ses mots. Alors, il serait évidemment illusoire de revenir en l'espace d'une interview sur les personnages de cette grande guerre, mais il y en a un dont je voudrais que vous disiez quelques mots. Gavrilo Principe, l'auteur de ces coups de feu mortels sur l'archiduc François Ferdinand. Qu'est-ce qu'il est à ce moment-là? C'est une tête brûlée, une petite frappe de l'histoire, si je puis m'exprimer ainsi? Oui, malheureusement, il y en a encore un petit peu, encore des gens comme ça qui pensent qu'ils vont jouer un rôle important. Oui, ils vont réveiller les consciences. Lui, vous voyez, quelques mois après la guerre, lors de son procès, il dit « Oh, mais moi, j'ai pas voulu tout cela ». Mais néanmoins, ces tirs ont déclenché... Sa balle qui a tué François Ferdinand, et son épouse d'ailleurs, eh bien, a tué 10 millions de personnes. Et à la limite, il s'en moque pas mal, parce qu'il fallait une guerre pour que la Serbie réalise son grand rêve de créer une grande Serbie. Elle ne peut le faire qu'à l'occasion d'une grande guerre. La petite Serbie ne peut pas triompher du grand empire austro-hongrois. Il faudra que le grand frère russe se mêle de la partie, etc. Donc, pour faire chauffer sa petite soupe, eh bien, il était prêt à mettre le feu au continent européen. Parce que vous rappelez aussi, Jean-Yves Le Naour, que finalement, avant ces coups de feu mortels qui déclencheront cette fameuse guerre absolument terrible, c'est que finalement, la guerre est dans toutes les têtes, dans toutes les capitales européennes. Tout le monde y pense, personne ne veut la déclencher, personne ne veut en assumer la responsabilité. Mais tout était quasiment prêt pour que ce conflit démarre. Oui, bien sûr que l'attentat de Sarajevo, finalement, c'est le détonateur ou le prétexte, plutôt le prétexte. Là, en 1913, déjà, le chef de l'armée austro-hongroise avait réclamé à 25 reprises, le droit de faire la guerre à la Serbie. Donc effectivement, on était dans un climat de terreur, d'angoisse, on avait peur du voisin, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, la Russie, l'Allemagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Allemagne.
il y a une atmosphère, effectivement, qui est délétère et on est persuadé que l'autre veut la guerre. Ce qui fait qu'il y a eu des crises auparavant et à chaque fois, on a réussi à arrêter la marche à la guerre. Mais là, cette fois-ci, après que la crise de Sarajevo, on n'a pas voulu arrêter la marche à la guerre parce qu'on était persuadé que l'autre ne jouait pas franc jeu, qu'il voulait la guerre. Là, puisqu'il la veut, il l'aura. Et il y a on a commencé à informer l'opinion sur ce qui va arriver, puisque la guerre, vous l'avez noté, sera totale. Elle boit tout sur son passage. Vous parlez, Jean-Yves Le Naour, d'une guerre terroriste. Qu'est-ce qu'une guerre terroriste ? Eh bien, puisque c'est une guerre totale, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire la mobilisation des nations entières. Ce n'est pas seulement les soldats, les tranchées, une guerre de baïonnettes et d'obus, c'est des nations entières qui sont mobilisées. À partir de ce moment-là, le civil, qui est l'ouvrière dans l'usine de guerre, etc., est un soldat finalement à sa place et il devient légitime de les frapper. Par exemple, quand on bombarde les Allemands par Zeppelin, bombarde Édimbourg, bombarde Londres ou encore bombarde Paris par des raids d'avions, etc., ils frappent des objectifs civils. L'idée, c'est de terroriser la population. Et donc là, on est entré dans la guerre terroriste. 14-18, c'est la première guerre mondiale, c'est la grande guerre industrielle, hein, c'est une grande guerre totale et c'est aussi une guerre terroriste. 1918, l'armistice, mais vous avez retenu l'année 1917 qui, de votre point de vue, donnera naissance au XXe siècle. Expliquez-nous. C'est vrai que 14, ça commence encore comme une guerre nationale, l'affrontement de nations, des rivalités nationales. Mais 17, la guerre devient véritablement idéologique, parce que d'un côté, il y a la révélation de la puissance américaine, qui n'intervenait pas dans les affaires du monde, en dehors du continent américain. Donc c'est la révélation de cette puissance, et puis le XXe siècle, hein, on verra l'implication évidemment des États-Unis, là, voilà, ça commence en 17. Et de l'autre côté, la révolution bolchevique. Donc vous avez ces deux messianismes qui s'allument, le communisme à l'Est, le libéralisme américain de l'autre côté, qui ont des ambitions mondiales. Et au milieu, l'Europe, qui était le centre du monde, qui s'anéantit dans une guerre civile en 14-18, qui rajoute en une seconde en 39-45, qui disparaît, qui laisse le champ à l'affrontement de ces deux grands. Voilà tout le XXe siècle résumé, et ça a commencé en 17. 1918, ça se termine, une date politique, vous notez, puisque la guerre continuera bien longtemps. Après la signature de l'armistice, on part sur du 19-23. Je crois que c'est votre prochain sujet. C'est ça, exactement. Je travaille sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a autant de morts entre 19 et 23 qu'entre 14 et 18. Le règlement de la guerre, pour nous, effectivement, là en France, en Angleterre, on dit voilà, le 11 novembre 18, cessation des combats. Mais ça continue dans les Balkans, mais il y a la guerre russo-polonaise, il y a la guerre civile russe, avec ses millions de morts, la guerre gréco-turque. La boucherie continue, il faut attendre 1923 pour que les armes se taisent définitivement en Europe. Et comment, finalement, se réglera la guerre de 14-18 ? Eh bien, elle se règle assez mal par une série de traités avec l'Autriche-Hongrie, avec la Hongrie, avec l'Empire ottoman, avec la Turquie plus exactement, parce qu'elle a explosé, et avec l'Allemagne, le fameux traité de Versailles. Et notamment le traité de Versailles n'a jamais été accepté par les Allemands, parce que les Allemands ont bâti une sorte de mensonge en 1918. Ils ont demandé l'armistice avant l'invasion de leur territoire, ce qui a permis aux dirigeants de dire à leur peuple, nous n'avons pas été vaincus. Et donc, ils n'acceptent pas la paix, qu'ils jugent trop sévère. Et puis, eh bien, dans les replis de cette paix mal réglée, mal ficelée, ratée, eh bien, on voit déjà naître, poindre un nouveau conflit. Et puis, l'enfant de la guerre totale, c'est le totalitarisme, hein, qui apparaît avec le fascisme en Italie dès 1919. Le président français Emmanuel Macron disait l'autre jour être frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons aujourd'hui et celui de l'entre-deux-guerres. Je vais le citer, il dit « Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 1929. » Est-ce que cette analyse du président français est juste ? Oh, je ne le crois pas. Je me méfie toujours des comparaisons. Là, il y a un discours politique qui effectivement prend en compte la montée des nationalismes, des populismes, qui risquent de détruire le rêve européen, sans aucun doute. Et là, c'est un discours politique, puisqu'il annonce effectivement les élections européennes, il se positionne, etc. Mais dans les années 30, il y avait quand même, il fait un parallèle avec les années 30, il y avait la marche à la guerre. La marche à la guerre. Hitler est au pouvoir à partir de 1933. Il y a la marche à la guerre. Et nous ne sommes évidemment pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation plutôt... Le point commun, c'est la tendance au repli sur soi, à croire que les frontières nous protègent, à croire qu'il y a des solutions nationales. Ça, effectivement, c'est un point commun.
Mais heureusement, nous ne sommes pas sur le Titanic en vogue sur l'iceberg, droit devant. Il n'y a pas cette marche à la guerre que l'on perçoit véritablement dans les années 30 et on est terrifié. Vous êtes vous-même arrière-petit-fils de Poilu, Jean-Yves Le Naour. Est-ce que dans votre famille, on se racontait l'histoire de la Grande Guerre? Comment ça se passait? Ben, pas tellement, en réalité, pas tellement. Et ça, c'est un trait commun. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés du front, ils sont rentrés vivants, mais pas indemnes, et ils en ont assez peu parlé à leur famille. Peut-être que ça relevait de l'indicible, un peu comme l'expérience de concentrationnaire pour la Seconde Guerre mondiale. Peut-être aussi qu'ils se disaient que les civils ne comprendraient pas. Peut-être aussi qu'ils cherchaient à se protéger, parce que dire les choses, c'est aussi les revivre. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est aperçu que c'est généralement les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui se sont intéressés à ce conflit. Les enfants avaient été écrasés par le souvenir. Il fallait être là devant le monument aux morts, etc. Ils étaient écrasés par le poids des morts. Ils vivaient dans cette ambiance mortifère dans l'entre-deux-guerres, hein, dans une société qui regardait en arrière plutôt que regardait devant. Et c'est les petits-enfants. Et là, aujourd'hui, on voit tout un tas d'hommages numériques, de blogs. Chacun essaie de retrouver sa généalogie, son histoire dans l'histoire. Assez rapidement, qu'est-ce qu'il reste encore à apprendre de la Première Guerre mondiale? C'est vrai qu'on peut se demander si à un moment donné on ne va pas tout savoir. Mais en réalité, on ne saura jamais tout parce que, vous savez, c'est le principe de l'histoire. Chaque génération réinvente sa propre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un regard différent qu'en 1920, qu'en 1950. Donc on est toujours en train de réviser notre vision du passé. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Naour, d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité du jour à retrouver, bien sûr, sur le site france24.com. Bonne journée à vous.